Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Dominique Cobé. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation et merci d'être parmi nous aujourd'hui, sachant que vous avez un emploi du temps très chargé ces derniers temps. Surtout avec, bon, c'est l'occasion aussi de le dire à ceux qui nous regardent, qu'il y aura donc votre documentaire qui va être diffusé sur la chaîne marocaine 2M. Donc, je crois que c'est le 21, c'est ça? C'est le Non, 22 c'est novembre. Le 22 novembre, 22, dimanche prochain, ouais. voilà, dimanche prochain, donc le film Dima Punk que vous avez réalisé en 2017. Alors, donc on va essayer, on va commencer par, je vais faire une petite présentation voilà, de vous, puis après on passera à quelques questions et on aura par la suite un échange avec les étudiants. Voilà, c'est l'occasion voilà, vous pose des Très questions. bien. D'abord, je voulais vous dire merci de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir et puis de rencontrer des gens qui sont motivés autour de l'arabe maghrébin. Ça fait plaisir, une jeunesse. Oui, merci beaucoup. Donc, je vais commencer par une présentation assez rapide, parce que comme voilà, surtout pour les étudiants, mais sinon les gens donc qui s'intéressent à à la langue et la culture maghrébine, ils vous connaissent très bien parce que vous faites partie des noms connus, des gens qui ont marqué de leur empreinte cette discipline et ces études, ce champ disciplinaire. Donc, Dominique Cobé, donc, vous êtes professeur émérite d'arabe maghrébin à l'INALCO et chercheuse associée rattachée à l'ACNAD et au Centre Jacques Berck au Maroc. Donc, vous avez une formation de linguiste. Vos premiers travaux ont porté sur l'arabe marocain. Donc, après une maîtrise d'anglais, option linguistique, vous faites une maîtrise d'arabe, toujours option linguistique, sous la direction du professeur David Cohen, sur les problèmes d'aspect en arabe marocain. Et puis, vous enchaînez avec une thèse de troisième cycle, donc en linguistique générale, qui a porté sur les problèmes de détermination et de quantification en arabe marocain. Et puis, quelques années après, en 89, donc une deuxième thèse d'État, toujours en linguistique générale, et qui portera cette fois-ci sur la grammaire d'une variété d'arabe marocaine sur la région de Fès. Donc, vous avez rejoint l'INALCO en 1990. Vous avez alors, avec votre collègue berbériste, donc Salem Chaker, créé une licence et une maîtrise d'arabe maghrébin et de berbère. Et vous avez mis en place une équipe de recherche portant sur le Maghreb. Donc, vos recherches, de manière générale, portent, on va dire, il y a trois pans, d'après mes lectures. Donc, vous avez des recherches qui portent sur l'aspect purement linguistique de la langue donc, marocaine, sur la Darija. Et puis, vous avez des recherches qui portent sur un aspect plutôt sociolinguistique. Et puis, vous avez un autre aspect, donc un autre pan, qui porte sur, on va dire, les études culturelles, de manière générale, ou ce qu'on appelle des cultural studies, c'est-à-dire, voilà, musique, théâtre, etc. Donc, je vais vous, voilà, donc je vais partager un petit PowerPoint que j'ai fait par rapport donc à vos ouvrages. Voilà. Donc, vous avez, voilà, donc c'est donc peut-être de vos premiers ouvrages qui est, je crois, une édition de votre thèse ou d'après votre thèse, donc en deux volumes sur l'arabe marocain. Donc voilà, une étude purement linguistique. Le premier tome porte sur la phonologie, la morphosyntaxe, et puis le second sur la syntaxe et la grammaire en 93. En 99, voilà toujours cet ouvrage donc, qui est donc une édition de l'arabe marocain de Georges Collin, donc grand dialecte, je ne sais pas si on peut le qualifier de dialectologue, donc qui a écrit l'un des premiers livres quand même, des livres très intéressants, très importants sur le maghrébin marocain. Et puis en 2002, voilà, toujours donc avec cet aspect, avec une ouverture quand même donc sur un livre en collaboration avec Salim Chaker, donc en 2002, sur la négation en berbère et en arabe marocain. Et puis, on voit un petit peu petit à petit donc voilà, une sorte
d'ouverture de second ouvrage la même année, comment les langues se mélangent, le code switching en francophonie. Donc là, peut-être on commence à basculer un petit peu, à aller un petit peu vers la sociolinguistique, petit à petit, en étudiant la langue dans son contexte, notamment ce qu'on va voir par la suite, vous intéressez aussi bien au contexte marocain, maghrébin et français aussi en même temps. Donc, je passe à la suite. Donc, voilà, encore donc, un ouvrage. Donc, voilà, avec, vous avez aussi pas mal de collaborations. Vous avez quand même des ouvrages que vous avez écrits vous-même et vous avez beaucoup de collaborations. Celle-là, c'est avec toujours Salim Chaker et Jean Sibel sur la codification des langues en France. Et puis, en 2004, vous publiez voilà, le parler des jeunes ici et là-bas. Et donc, ça, c'est peut-être aussi voilà, ce qui démontre un petit peu votre voilà, le nouveau champ de recherche dans lequel vous allez vraiment vous investir, qui est en fait le parler, on va dire, les parler des jeunes ou les expressions donc, chez les jeunes. Donc, puis toujours, donc là, on a un peu plus, voilà, on arrive vers voilà, quelque chose de beaucoup plus culturel, beaucoup plus artistique. Hein. Voilà, on voit un petit peu à travers vos publications comment voilà, cette évolution. On voit voilà, un livre qui est très, très intéressant. C'est un livre moi, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé dans mes cours, qui est Les mots du bled, donc, où il y a des entretiens avec donc, des noms connus, aussi bien du théâtre que de la chanson. Donc, on voit bien sûr le groupe mythique de Nasl Riwan, avec aussi, si je me rappelle bien, des générations différentes aussi. Hein. Vous avez la génération de Nasl Riwan, vous avez Amazir, donc de Gnawa Diffusion, vous avez donc Rachid Taha, et bien sûr Fellag, et je crois Aziz Chouaki, voilà, qui est tout en bas. Donc, c'est un ouvrage très intéressant à propos et de la langue, et de la culture, et de la musique, du théâtre, et leur relation, l'articulation avec l'expression, avec le maghrébin, avec donc la langue. Et puis, je crois, peut-être c'est une, voilà, c'est une suite de cet ouvrage, ce premier ouvrage, le second en 2005 qui est Chouf Chouf Rolanda, avec cette fois-ci, voilà, un titre bien maghrébin, hein, bien marocain, puisque Chouf Chouf Rolanda, donc avec écriture latine, mais qui porte sur les artistes maroco-hollandais. Donc voilà, vous êtes intéressé aux arts. Peut-être qu'on va revenir, si vous voulez, sur donc, ces ouvrages. C'était juste pour donner une idée un petit peu de la variété quand même de vos créations. Et on arrive au donc, dernier ouvrage, je crois, qui est Gilles Clem, donc, qui est sorti, je crois, en 2017. Voilà. Voilà, donc voilà, on le voit mieux, exactement. Donc, voilà, on est content parce que j'ai, voilà, comme je vous l'ai dit, donc on l'a commandé à notre bibliothèque universitaire et on l'a. Donc, les étudiants peuvent voilà, l'emprunter, il est disponible. Alors, on m'a dit qu'il était disponible. Donc, voilà, donc Dominique Aubin, on voit à travers vos publications, vous êtes intéressé à différentes donc, aires de recherche. Vous avez donc, voilà, vous avez publié sur la langue marocaine, sur la darija, comme j'ai dit, sur la culture, sur la musique, mais vous n'avez pas fait, voilà, vous avez cette casquette de chercheuse universitaire, mais pas que, puisque vous, cette relation ou cet investissement, ou je dirais même cette immersion, je reviendrai sur ça, dans la culture, dans ce milieu artistique marocain et pas que, donc vous avez collaboré et vous avez participé, donc vous avez collaboré avec des artistes, vous avez travaillé avec des artistes, notamment comme Rachid Taha par exemple, vous avez dit donc Zebda, etc., en traduisant donc des textes du français vers le maghrébin, ou en étant, j'ai vu ça aussi par rapport à Rachid Taha et son album Tekito, conseillère, hein, donc conseiller linguistique, voilà, oui. conseillère linguistique, donc voilà. Alors, j'insisterai à la fin pour aller un peu plus vite, surtout sur voilà, le travail que vous avez fait sur la scène musicale, on va dire, marocaine, la scène musicale, ce qu'on appelle l'underground marocaine, c'est-à-dire que voilà, vous étiez parmi les premières chercheuses à vous intéresser à cette culture qui était à la base, donc au départ marginale, qui est d'ailleurs toujours marginale, hein, mais quand même vous avez réussi à lui donner une certaine visibilité.
on va dire que la date de 2003 était très importante pour vous. C'est la date où il y a eu la fameuse, donc, le fameux procès intenté à des 14 jeunes musiciens marocains sous prétexte qu'ils se pratiquaient ou se livraient au satanisme, et puis qui a été suivi par les attentats au Maroc. Donc, cette date-là était marquante parce que peut-être ça attirait votre regard, votre attention sur un phénomène qui était en gestation et effectivement qui va évoluer. Et vous allez en fait accompagner, vous allez suivre, et c'est ça qui est intéressant, vous allez suivre de l'intérieur ce mouvement-là de la Naïda, qu'on a l'habitude d'appeler la Naïda en assistant à son festival mythique, donc le boulevard des artistes. Et ce qui a créé une certaine, peut-être, je dirais, une certaine empathie aussi, c'est-à-dire qu'en plus des recherches, comme vous dites, le travail, je vous cite, vous dites, comme le milieu que je fréquentais à partir de 2004 à Casablanca était celui de la culture urbaine alternative, c'est sur eux que j'ai travaillé, musique underground, metal, punk, hip-hop, street art, lieu de la ville investie et détournée par eux. Et puis, vous dites aussi, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que vous dites que le travail que vous avez fait a contribué à donner aussi une visibilité à cette scène et au mouvement qui l'accompagnait, même si, comme vous dites, vous avez publié de nombreux articles et fait beaucoup de communication dès 2006 à chaud, souvent, c'est vous qui le dites, ce qui n'est pas recommandé en théorie, mais, mais qui a contribué quand même, c'est ça quand même, voilà, qui a contribué à donner une visibilité à cette scène. Et c'est peut-être que voilà, cette immersion dans ce milieu-là, voilà, et cette proximité avec ces artistes-là, peut-être, je ne suis pas sûr que ça a donné peut-être envie d'utiliser, d'aller vers un autre moyen, on va dire, de diffusion qui est le documentaire, ou un autre art qui est le documentaire, puisque, comme on le sait, donc le documentaire ouvre un petit peu plus les horizons de la réception et s'adresse à un public plus large. C'est ainsi que dès 2007, c'est ça, vous avez, avec Farida Beliazid, donc vous avez écrit le documentaire Casanaïda, donc qui retrace, qui parle un petit peu de ce mouvement, donc avec, je me rappelle très bien des scènes avec le Big à ses débuts, etc. Donc qui donne une idée sur ce mouvement alternatif qui, voilà, c'était vraiment très intéressant. Et puis, voilà, là, on parle aujourd'hui, donc il y a le deuxième bébé qui arrive, mais cette fois-ci, je crois, c'est vous la réalisatrice de ce documentaire, donc qui est Dima Punk. C'est l'histoire du dernier punk. Donc on va le thriller, on va le passer si vous voulez après. Le dernier punk du Maroc. Voilà. Donc vous voyez, donc voilà, nous sommes face à une universitaire, donc aussi bien chercheuse que actrice de cette scène culturelle, qui connaît très bien son sujet et donc qui a apporté beaucoup et qui a donné, encore une fois, je dis, une certaine visibilité à tout ce qui se passait au Maroc, parce que aujourd'hui encore, il y en a qui ne considèrent pas ce champ d'études comme sérieux, on va dire. Et donc, voilà, quand même, on vous remercie parce que vous avez quand même donné une certaine légitimation et à travers l'enseignement et à travers votre travail universitaire et à travers le documentaire à ces arts. Ce n'est pas un art, mais il y en a plusieurs, c'est assez divers et assez riche. Alors, je vais commencer par ma première question. Ma première question porte donc, c'est que n'étant pas arabisante, et alors que vous poursuiviez des études d'anglais, vous avez décidé de consacrer une thèse de 3e cycle au problème donc, de détermination et de quantification en arabe marocain que vous avez soutenu en 1976 et qui sera, je l'ai dit, suivi quelques années plus tard par une seconde thèse d'État intitulée Grammaire d'une variété d'arabe marocain région de Fès, soutenue en 1989. Donc racontez-nous comment vous en êtes venu à vous intéresser et à vous consacrer à un domaine de recherche, à une langue et à une culture dont vous êtes devenu l'une des plus grandes spécialistes qui, au départ, ne relevait ni de vos études, ni de votre champ de recherche. Ni de ma famille, ni rien du tout, oui, absolument. J'ai eu la chance d'avoir comme enseignant et comme professeur de grammaire en licence d'anglais, un linguiste assez exceptionnel qui s'appelle Antoine Culioli. Et donc, je l'ai eu comme prof de grammaire, première année d'anglais, c'était, bon voilà, 2e, 3e année, bref. Et puis, là, il faut aussi resituer le contexte. On est en mai 68, à un moment donné, en plein milieu de ses études.
Et complètement par hasard, avec deux amis, on décide de partir au Maroc, dans ce qui existe toujours, je crois, les chantiers de jeunes, quoi. Donc, on est parti faire un chantier au Maroc et voilà, on a été accueillis de façon incroyable pour nous, petits Français, ayant voyagé quand même, mais ne connaissant rien au nord de l'Afrique, ni rien du tout. Voilà. Donc moi, il faut dire que j'ai appris les langues jeunes. J'ai appris l'anglais quand j'étais enfant, j'ai appris l'espagnol aussi. Et donc, je suis un type de linguiste assez particulier qui attrape les langues oralement ou qui s'intéresse à l'oralité. Moi, je ne peux pas apprendre les langues dans un livre. Je dois apprendre les langues en parlant avec les gens. Déjà, c'est une tendance qui après explique sans doute une partie des choix qui ont suivi, mais ce n'était pas du tout conscient, hein, ce que vous avez rappelé du parcours. Donc, en étant au Maroc, avec les Marocains de cette époque-là, une ouverture d'esprit incroyable, une envie de voyager, il n'y avait pas besoin de visa à l'époque. Ils venaient dans un chantier au Maroc et c'était au mois de juillet et le mois d'août, ils étaient dans un chantier en Europe, ailleurs. Enfin, c'est un autre monde, quoi. Hein. Et donc, moi, j'ai commencé, on a été invités dans des familles, etc. Moi, j'ai commencé à baragouiner quelques mots de Darija. À l'époque, on ne disait même pas ce mot-là. Enfin, j'ai commencé à baragouiner, etc. Puis après, donc, j'ai eu des amis, ils sont venus, ils étaient étudiants en France. À l'époque, quand on avait fini sa licence à Rabat, par exemple, on venait continuer ses études, la maîtrise, tout ça en France. C'est une autre époque, hein, vous voyez. Et donc, j'ai continué à baragouiner la Darija, à l'apprendre comme ça sur le tas. Et il faut vous dire une chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous qui êtes étudiant, c'est que les Marocains qui sont déjà plurilingues, qui parlent parfaitement l'anglais, le français, etc., ils ne sont pas du tout prêts, ou ils ont même à vous enseigner de Darija. C'est-à-dire que la démarche, elle est venue de moi. C'est moi qui suis allée pêcher de Darija avec les amis, quoi. Donc ça, c'est une attitude aussi. Souvent, il y avait aussi l'idée que, de toute façon, eux, Darija, à l'époque, hein, ça a bien changé depuis, mais ça ne les intéressait pas vraiment, quoi. C'était pas un enjeu, c'était rien du tout. Bref, moi, j'ai commencé à baragouiner un petit peu. Et puis, quand je sais pas, dans une intervention, dans un des cours de Culioli, il est apparu que je connaissais un peu le marocain. Et là, il m'a demandé de faire un travail sur la Darija. Parce que Culioli, si vous voulez, c'est sa définition de la linguistique, c'est l'étude du langage appréhendé à travers la diversité des langues naturelles. Et donc, lui a eu une curiosité folle pour toutes les langues, quelles qu'elles soient, petites ou grandes. Et en plus, il était corse, hein, donc il parlait le corse et il y avait cet aspect méditerranéen qui l'intéressait. Parce qu'il y a des liens entre la Corse et le nord de l'Afrique, forcément, la Sardaigne, etc. Donc, j'ai commencé à faire un petit travail pour lui. Et puis après, il m'a demandé de faire l'équivalent du DEA. Et après, la thèse de 3e cycle, etc. etc. Ça s'est enchaîné comme ça. Alors, après, il y a un problème institutionnel. C'est-à-dire que moi, depuis 1971, j'étais assistante. C'était un statut à la fac à Besançon, en anglais, en linguistique anglaise. Et donc, après, pour être titularisé, il fallait devenir maître assistant, etc., etc. Et donc, il y avait le problème de savoir si ma thèse en linguistique générale, certes, mais portant sur le marocain, allait être acceptée pour une carrière en anglais, quoi. Et par le biais de la linguistique générale, avec le nom de Culioli, ça s'est fait. Mais c'est une chance, ce n'était pas gagné d'avance, quoi. D'accord. Voilà, donc voilà, je crois que j'ai répondu à peu près. Oui, oui. Et puis après, entre-temps, après ma thèse de 3e cycle, j'ai fait des études d'arabe. Enfin, je les faisais en parallèle, j'ai fait une licence puis une maîtrise. Oui, oui, oui. Et lors de ma soutenance de 3e cycle, j'ai eu la chance de rencontrer mon 2e maître, qui est David Cohen,
qui m'a tout de suite intégré dans son équipe de recherche sur la linguistique arabe et sémitique. Et donc, et j'ai fini, donc à ce moment-là, donc il était aussi, j'étais il était mon prof de grammaire arabe aussi. Et puis, mon directeur de mémoire, de mémoire pour ma maîtrise d'arabe. D'accord. Et donc, quelle était donc à cette époque-là, quand vous avez commencé donc à faire vos études, votre thèse sur le marocain, donc quel était l'état de la recherche universitaire dans ce domaine de la dialectologie en ce qui concerne le maghrébin? Où on était à cette époque? Alors justement, on vient de parler de David Cohen et c'est un nom le plus important qu'on puisse dire. C'est lui qui a réussi à imposer la dialectologie arabe et maghrébine en plus. On verra pourquoi après, comme un champ de recherche à part entière. Oui. Lui-même a fait un travail sur les Juifs de Tunis absolument remarquable qu'il n'a pas osé, entre guillemets, présenter comme thèse. Ah, d'accord. Ça, c'est les années 50. Oui. Voyez. Et là, on parle de la fin des années 70. C'est lui qui a pris un nombre de thésards incroyables venus des pays arabes, et en particulier du Maroc, mais de tous les pays, et qui a fait soutenir massivement des thèses à ces gens qui étaient enseignants à la fac, en français, en anglais, en arabe, et qui ont permis, en tout cas le Maroc a permis que quand on revenait avec une thèse de linguistique sous la direction de David Cohen qui portait sur le berbère ou sur la daïja, on pouvait être titularisé dans l'université marocaine en tant qu'enseignant de français, d'anglais, d'espagnol ou autre. Donc, la personne qui a donné ces lettres de noblesse à la recherche en dialectologie arabe, c'est David Cohen. D'accord. Et à cette époque-là, lui, sa génération qui était née en 1920 et quelques, ils n'ont pas eu droit à ça comme sujet de recherche. Mais la génération qui était née en 1945, 50, 60, oui, elle y a eu droit. D'accord. Et donc, comme je l'ai dit dans mon introduction, quand vous avez rejoint donc l'INALCO en 90, vous avez avec donc Salim Chaker, vous avez mis en place pas mal de choses, notamment, comme j'ai dit, donc un centre de recherche concernant le maghrébin, mais surtout, ce qui est important, un diplôme quand même, qui est la licence et la maîtrise en maghrébin et en berbère. Donc, ce qui a contribué à donner vraiment une légitimation scientifique et une visibilité à cette discipline. Ma question, c'est aujourd'hui, quelle place occupent aujourd'hui ces enseignements et les recherches dans ce champ disciplinaire dans le paysage scientifique universitaire en France? Donc, depuis 90, quand vous avez... Alors, aujourd'hui, où en est-on? Alors, je ne sais pas. D'abord, je veux vous dire que ça a été très difficile de créer ces choses-là. Ce qu'on a créé dans les années 90, au début des années 90 avec Salem Chaker. Ça a été difficile. Ça a été beaucoup plus difficile pour l'arabe maghrébin que pour le berbère. Il faut vous dire que nous étions dans deux départements différents. Le berbère était dans le département Afrique. Ça, c'est intéressant, l'Afrique du Nord. Et l'arabe maghrébin était dans le département arabe. Et donc, d'abord, les travaux trans-départements à l'époque, ce n'était pas tellement gagné. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'opposition de la part des collègues arabisants, de spécialistes d'arabe littéral, sur la création de diplômes comme la licence. Donc, on a réussi à faire passer la licence. Et quand en 93, on l'a créé, on avait fait une licence qui était superbe à l'époque, de langue du Maghreb au pluriel. C'est-à-dire, ceux qui se spécialisaient en berbère devaient prendre une initiation à l'arabe maghrébin. Ceux qui étaient spécialistes en arabe maghrébin devaient faire une initiation au berbère. Quand on a voulu créer la maîtrise, les collègues d'arabe se sont opposés. Et d'ailleurs, c'est avec des arguments comme quoi l'arabe maghrébin, ça n'a pas besoin d'un diplôme national comme la licence, etc., ou la maîtrise, que de toute façon, il n'y a qu'une seule langue, c'est l'arabe, sans adjectif.
Et donc, qu'il ne faut pas étudier l'arabe maghrébin en tant que tel. Et que l'arabe maghrébin, de toutes les façons, c'est la langue de la rue, enfin, c'est la langue, etc. Et que quand on veut faire de la littérature à l'époque, on l'a fait en Fosha. Et là, ça a été dur, hein, parce que moi, j'ai dû ramer après pendant 2 ou 3 ans avant d'arriver à la créer, la maîtrise. Mais en même temps, c'est là que j'ai créé un séminaire, parce qu'à ce moment-là, on était en 95, par là, 94-95. J'avais vu le travail que faisait Fellag, qui était encore en Algérie à l'époque. Et puis, des tas d'autres artistes, c'était le moment où Jamel Debbouze montait, Gad Elmaleh, etc. Ils étaient presque pas connus. Hein. Et je me suis dit, mais ce que m'avaient dit les collègues, quand on passe à la littérature, c'est forcément l'arabe littéral, enfin le fusha. Et je dis, mais ces gens-là, comme Fellag, comme vous avez eu Haj Miliani la dernière fois, ces chanteurs de ride, ces rappeurs, c'était le début du rap, c'est quoi? C'est bien de la darija, et c'est quoi si c'est pas de la littérature? Donc j'ai commencé à faire ce séminaire qui va donner les mots du bled en fait. Ah d'accord. Oui, oui. Et j'ai fait venir au séminaire les artistes et je les ai interviewés sur leurs pratiques. Et c'est ces interviews qui ont été retranscrites largement par des étudiants de l'époque, etc. Et ça a duré plusieurs années, quoi. Et là, j'ai vraiment, je veux la paternité de ce mot, j'ai ramené le terme de création. Puisque ce n'était pas de la littérature, par contre, c'était des pratiques artistiques. Problème de connexion. Je crois que Rewan, par exemple, que Fellag, etc. Je crois qu'il y a un petit moment, il y a une petite coupure de réseau, mais bon, on n'a pas entendu la fin là, de votre. Vous n'avez pas entendu? La fin, il y a une petite coupure. Il y a une petite coupure. Et je m'étais arrêtée où, que je reprenne? Le thème sur la création, la paternité de la création. Oui, oui, donc les créateurs, donc c'était et donc c'était tous ces gens sous cette variété de pratiques artistiques qui utilisent la langue presque toujours à l'oral à l'époque. Le passage à l'écrit va se faire après. Et vous aviez fait lag, ce que je dis, des rappeurs, etc. Voilà. Donc ça a été une réaction positive par rapport à une opposition, un mur auquel je me heurtais et qui a été le début de vraiment mon travail vers ce qu'on appelle maintenant, à l'époque, ça n'avait pas ce nom, les cultural studies ou l'anthropologie culturelle, etc., que je faisais sans le savoir, hein, comme M. Jourdain, on va dire. Oui, donc, puisque vous parlez de, voilà, vous parlez de la darija, le statut de la langue, alors j'ai envie de vous poser une question toute simple, mais bon, est-ce que la darija est une langue, en fin de compte? Et si c'est une langue, quel est son statut aujourd'hui? Donc, je parlerai de la société marocaine que vous connaissez très bien, et je dis cela en ayant en tête voilà, le débat passionné qu'a connu le Maroc ces dernières années par rapport à la place de la darija, donc, et dans l'enseignement et dans la société. On se rappelle tous de l'histoire du Brir et qu'est-ce que ça a suscité comme polémique, etc. Donc, voilà, quel est votre sentiment? Alors, ça dépend qui répond. Moi, je suis linguiste. C'est clair, c'est une langue. C'est une langue absolument, elle a tous les niveaux qu'il faut, elle a le niveau vulgaire, elle a le niveau normal, elle a le niveau littéraire. Oui. Et David Cohen, dans cet ouvrage, alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire oui. Oui, acte des premières journées internationales des dialectologies arabes de Paris.
Donc, on va y revenir. Ça, c'est l'association AIDA, l'Association internationale de dialectologie arabe, que j'ai créée avec quelques collègues en 93 pour réunir les chercheurs travaillant sur la dialectologie arabe. Vous parliez de la légitimité, on pourra y revenir. Oui. David Cohen, dans l'introduction, parce qu'il nous a fait l'honneur et la gentillesse de signer l'introduction, il parle du niveau littéraire pan-maghrébin, c'est-à-dire par exemple le melhoun, d'une koinée pan-maghrébine littéraire, d'arabe dialectal si on veut. C'est-à-dire que le melhoun marocain est compris et repris, prenons-le par l'anqa par exemple, etc. Et par d'autres. Et c'est pareil entre le Malouf, entre l'Est algérien et la Tunisie. Donc, il y a une koinée pan-maghrébine littéraire, et c'est ça la vraie, et il dit quelque chose de magnifique là. La vraie diglossie, c'est là qu'elle se situait, entre la darija de tous les jours et la darija littéraire. Parce que la darija littéraire, par exemple, si vous faites du marocain, vous, en tant qu'étudiant, vous utilisez sans arrêt le préverbe ka, kaimshi, keiji, keigoul. Quand vous faites du marocain littéraire, très souvent, vous enlevez ce préverbe. Parce que c'est un autre niveau de langue. Et là, ça rejoint cette koinée littéraire pan-maghrébine. Voilà, donc ça c'est bon. Après, il y a des gens, après il y a il y a l'acception politique de langue. Est-ce que la langue, c'est un dialecte qui a une armée derrière lui? Si c'est le cas, l'arabe marocain, la darija, tout ce que vous voulez, n'existe pas au Maroc, légalement, n'est pas reconnu. Il y a eu dans la dernière constitution une reconnaissance de l'oral amazighi, hein, c'est-à-dire le berbère, mais darija n'existe pas. Ils ont même reconnu entre les lettres le hassaniya, mais pas darija. Hassaniya est une autre langue que darija. Oui. C'est sud marocain. Donc, voilà. Après, il y a des gens qui pensent qu'une langue n'est une langue que si elle a une orthographe officielle. Oui. Ou si elle a une grammaire. Alors, pour ce qui est de la grammaire, vous avez passé mon bouquin sur l'arabe marocain, la grammaire, elle l'a, il n'y a pas de souci. Mais quand ils disent une grammaire, ils veulent une grammaire normative, une grammaire scolaire qui disent « Ah, ça, on ne peut pas dire, ah, ça, c'est une faute, ah, ça, c'est une faute, etc. » Donc, or, sur les 6000 langues, 5000 langues du monde, à la limite, à tout casser, on doit en avoir 300 qui seraient des langues avec des grammaires normatives et des écritures codifiées. Alors, il y a quelque chose qui, depuis qui s'est passé, si vous voulez, on en reparlera tout à l'heure, c'est que le passage à l'écrit, il a eu lieu sans les institutions. Il a eu lieu depuis le début des années 2000. Vous avez montré le bouquin tout à l'heure sur les palais jeunes. Oui. Dans ce bouquin-là, moi, j'ai fait un article sur les premiers SMS, les premiers textos au Maroc. Les premiers textos sont arrivés en 2001 au Maroc. Et ils ont été gratuits pendant 6 mois. Et sur les vieux téléphones Nokia. Oui. Les gens se sont appris à lire et à écrire en 6 mois, sans problème. Et depuis, donc, ce passage à l'écrit sur clavier, c'est-à-dire à l'époque uniquement téléphone, ensuite cybercafé avec les ordis, et ensuite, maintenant avec les smartphones, ça explose. Donc, voilà. D'accord, très bien. Mais c'est une langue, il n'y a aucun doute. Oui, c'est une langue, mais on voit que qu'il y a d'autres enjeux au-delà de l'aspect purement linguistique. C'est-à-dire les dernières polémiques qu'il y a eu au Maroc, on a vu que derrière tout ça, il y a d'autres enjeux. Ben, on ne va pas dire que le monde de l'enseignement est le plus à la pointe oui. sur ces questions, on va dire. Oui. Donc, alors, au-delà donc du cursus
universitaire. Donc j'avais envie de vous poser une question. Bon, après, quand vous voulez répondre ou non, c'est par rapport à l'enseignement du maghrébin en France. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Il est pratiquement absent, hein, par les universités, il Il a n'existe pas. existé à un certain moment. Non, à part les universités, il n'existe pas. Il a existé uniquement dans les ELCO, Oui. mais même pas. Même pas. Les ELCO, les soi-disant langues et cultures d'origine, qui étaient avec les instituteurs venus des pays d'origine, c'est pas du tout l'arabe maghrébin qu'ils enseignaient. Non, non, il y a eu zéro, jamais. Si vous voulez, il s'est passé un truc, c'est que à la fin des années 90, dans l'éducation nationale, donc je parle pour le secondaire, on va dire, puisque c'est là qu'il y a les langues étrangères. Après, il y a eu l'initiation en primaire, mais bon, voilà. Il y avait deux étiquettes, il y avait deux adjectifs pour l'arabe. Il y avait l'arabe littéral et l'arabe dialectal. Donc, on enseignait l'arabe littéral. Les profs, ils passaient un CAPES ou une agrègue d'arabe littéral. L'arabe dialectal ne faisait l'objet d'aucun enseignement. On pouvait le passer au bac comme langue facultative. Oui. Et je vous mets les guillemets, c'est très important, ne faisant pas l'objet d'un enseignement. Ah, ok. D'accord. En 1995, ils ont décidé de passer cette épreuve à l'écrit. Et ils ont passé une convention avec l'INALCO, ça correspondait 26 langues, 26 langues, l'albanais, le bambara, je ne sais plus, il faut faire attention parce que c'était des langues ne faisant pas l'objet d'un enseignement. Par exemple, le chinois était enseigné dans les lycées, donc on ne pouvait pas passer cette épreuve-là. Donc on l'a passé à l'écrit, on a fait des épreuves pendant 5 ans, et puis tout d'un coup, l'inspection d'arabe a décidé de la supprimer. Et à ce moment-là, ils ont joué sur les termes en supprimant les adjectifs. C'est-à-dire, ils ont dit, nous, on enseigne l'arabe. D'accord. Voilà. Donc, et il y avait une chose, c'est comme c'était une épreuve qui était initialement à l'oral, quand ils l'ont passé à l'écrit, j'ai fait quelque chose qui, aujourd'hui, a un écho incroyable, c'est-à-dire qu'on a décidé, pas que moi, de donner 2 graphies. On s'est dit, les gamins qui sont ici en France… Pardon, ça c'est le début de Kazanaïda. Oui, exactement. Pardon. Les gamins qui sont ici, qui ont pu apprendre l'arabe dans leur famille, ils peuvent le parler, mais ils ne savent pas forcément lire la graphie arabe. Donc, on a offert les 2 graphies. Et donc, il y avait 75% de graphie latine et 25% de graphie arabe. Et on arrivait la dernière année à 10 000 candidats. C'était énorme. Alors que pour l'arabe littéral, par exemple, il y avait 1500 candidats au bac, de gens qui faisaient de l'arabe au lycée, oui, privé, public, tout confondu. Et donc là, ils ont pas voulu, ils ont supprimé l'épreuve, ils l'ont remplacée par une épreuve qui devait uniquement se lire en arabe. D'accord. Et donc, alors qu'après, juste 2 ans plus tard, avec les textos, parce qu'au début, les téléphones portables, comme les ordinateurs, n'avaient pas de clavier arabe, donc les gens se sont mis à texter et à écrire en graphie latine pour communiquer. Oui. Donc, le passage à l'écrit de la société civile sans institution, il s'est fait en bilingue. D'accord. En bigraphie, on va dire. Oui, mais par rapport à la graphie, là, j'ai envie de poser une question par rapport, plus technique par rapport à ça, parce qu'il y a eu pas mal de débats à ce sujet. Pour donc enseigner le maghrébin, on va parler d'université par exemple. Je parle chez nous par exemple à Bordeaux-Montaigne. Oui. Donc on enseigne le maghrébin dès les L1, dès la première année, sachant qu'on a des étudiants qui n'ont jamais fait d'arabe. C'est la première fois. Voilà. Et on a d'autres étudiants, par contre, qui connaissent l'arabe. Et la question qui se pose, quelle graphie adopter? Quelle est la graphie la plus adéquate pour enseigner le maghrébin? Faut-il adopter la graphie latine, sachant qu'elle
elle sera plus accessible à une majorité qui ne connaissent pas du tout la langue arabe, ou faut-il adapter la graphie arabe, malgré même s'ils viennent juste d'apprendre voilà, l'alphabet arabe? Je ne sais pas, voilà, après votre expérience. Alors, il y a deux choses. D'abord, l'arabe maghrébin n'a pas d'orthographe. Oui. C'est-à-dire, il n'a pas un institut comme par exemple le berbère à l'IRCAM, oui. ou un autre institut en Algérie. L'arabe maghrébin n'a pas d'orthographe légalement adoptée par un État. D'accord. Donc, il y a deux choses qu'il faut distinguer encore, c'est graphie et transcription. Oui. Donc, la graphie, ce serait une forme d'orthographe. Alors, comme il n'y en a pas de légal, ce sera la forme d'orthographe que les gens ont décidé d'adopter et qui souvent, pour noter leur langue, par exemple, Kateb Yassine ne savait pas écrire l'arabe et il a fait tout son théâtre en arabe algérien et il l'écrivait en graphie latine avec l'orthographe française qui transparaît. C'est-à-dire, Walou, il va l'écrire W-A-L-O-U. Parce que OU en français, ça s'écrit O-U. Alors que par exemple, en phonétique, ce sera un U qui sera le signe du OU. Oui. Donc, enseigner l'arabe maghrébin en transcription phonétique, bien sûr, il n'y a aucun problème, surtout pour au début apprendre. C'est extrêmement facile. Et après, quand on passe à des textes et qu'on peut en parallèle enseigner la graphie arabe, et bien les textes, on va aller les déchiffrer et les utiliser dans la graphie d'origine. D'accord. Donc en fait, si vous voulez, et après, si par exemple on utilise maintenant, vu la proportion qu'a pris la Darija à l'écrit sur les réseaux sociaux, si on veut aller chercher des posts très longs en Darija, entièrement en Darija, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus les dernières années, sur des textes, alors on va dire, je les ai appelés élaborés, on va dire, c'est des textes qui ne sont pas juste « salut, ça va, comment tu vas, je peux te dire », etc. Donc un texte qui est soit une portée littéraire, soit un contenu politique, etc., mais qui est explicitement écrit en Darija, parce que ça, c'est la nouveauté. C'est le passage à l'écrit massif de la Darija par les citoyens, par la société civile. Oui. Alors là, on va prendre le texte original. Dans Gilles Clem, ce livre-là, oui. On a demandé aux auteurs, donc c'est un livre sur les textes de la nouvelle scène marocaine. Donc, on a demandé aux auteurs de nous envoyer les textes de leurs chansons ou de leurs poèmes, puisqu'on a fait du slam aussi. Ils nous l'ont envoyé dans la graphie qu'ils ont voulu. C'est-à-dire, soit ils ont Darija en graphie arabe, avec à l'intérieur des mots de français, quand il y a du code switching, du mélange de langues, soit en ce qu'on appelle, enfin la nouvelle écriture de Darija sur les réseaux sociaux, avec qu'on appelle alors soit la Aransiya, soit la I-Darija, soit au Moyen-Orient, il s'appelle Arabizi, qui est l'arabe écrit en graphie latine. Et comme vous le savez, je ne sais pas si vous en avez parlé, avec le 3, le 9, le 7, oui, le A, le Qa, oui. Pour noter certains, avec des chiffres à l'intérieur, pour noter certains phonèmes arabes, comme le 3 qui est le Ain en miroir, le Ha qui est noté par le 7, le Qaf qui est noté par le 9, etc. Oui. Donc voilà. Oui, merci. Merci. Alors, on va passer à autre chose maintenant. Alors, vos travaux et recherches sur l'arabe marocain vous ont très vite amené, par le truchement de la sociolinguistique, à s'intéresser à la culture marocaine et à quelques-unes de ses formes artistiques. Mais, au lieu de prendre comme objet d'étude des formes artistiques dites traditionnelles ou consacrées, comme le melhoun, le zajel, etc., vous avez choisi de travailler sur des formes qu'on peut qualifier d'underground, comme le rap,
le rock, le slam, la fusion. Pourquoi cette prédilection pour ces expressions contemporaines d'une culture pas toujours reconnue par l'establishment marocain? Et quelle est l'originalité de ces formes artistiques portées essentiellement par des jeunes qui ne sont pas toujours issus des milieux les plus favorisés? Et avant que vous me répondiez à cette question, j'aimerais bien passer, voilà, un petit extrait de Casanaïda. Donc, je rappelle que vous avez donc écrit et qui a été réalisé par Farid Abdelaziz et qui est en ligne, hein, vous pouvez le trouver sur voilà. YouTube. Voilà, donc je vais essayer donc, de partager. زي جنب حلقه باغيين نشاط باغيين ماشي باغي تكون نايضه وي نايضه نايضه مزيان بس اند لوف وحنا راه خوت نايضه Alors, pour vous répondre, déjà, moi, je suis pas du tout littéraire, hein, c'est-à-dire, j'ai pas du tout, enfin, j'ai pas de formation littéraire, je suis vraiment linguiste et c'est vraiment par la sociolinguistique que j'ai abordé ces textes et là, vous avez vu des images d'un festival absolument unique qui s'appelle le Boulevard. Qui a été créé en 1999, voilà. Et donc qui regroupait toutes les formes de culture urbaine alternative, on va dire, underground comme vous dites. Donc moi j'y suis arrivée en fait après avoir publié Les mots du bled et Chouf Chouf Hollanda. Je suis allée faire des conférences dans les instituts français. Et j'ai vu que, enfin, après l'histoire de l'affaire des jeunes amateurs de métal qui ont été condamnés pour ébranlement de la foi des musulmans et satanisme en 2003 et condamnés en première instance entre 1 mois et 1 an de prison. Donc, je lisais tel quel et je voulais absolument rencontrer des gens du boulevard parce que la presse, et à l'époque, c'était Driss Sikes qui était le rédacteur en chef de tel quel. Et donc, j'ai rencontré Momo, qu'on a vu, un des animateurs du boulevard, des deux créateurs du boulevard, c'est Momo et Hicham, donc Momo. Et donc, après avoir fait un travail sur les artistes, sur l'utilisation par les artistes de la langue en France, dans l'exil, parce que souvent dans les mots du bled, c'est beaucoup d'Algériens qui étaient en France à cause des années de guerre civile. Puis sur les Pays-Bas, eh bien, j'ai déposé un projet pour travailler sur l'utilisation de la Darija sur la nouvelle scène. Donc c'est par ce biais sociolinguistique que j'y suis arrivée. Et aussi quelque chose d'absolument exceptionnel qui est arrivé au Maroc et qui n'arrivait nulle part ailleurs, c'est que la Darija était officiellement, non pas officiellement, était reconnue et mise en avant par la société civile. Surtout pas par la classe politique ni par l'institution justement, mais par la société civile. Tel quel, le journal de Driss en 2002 avait un plein bandeau, j'ai pas sorti le numéro ici, oui. Darija, langue nationale. Oui.
Vous vous en souvenez? Oui. Donc, Darija langue nationale, la langue que nous partageons tous, enfin, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas reconnue, etc. Elle n'est toujours pas. Hein. Donc là, on est 20 ans après, on est 18 ans après, elle n'est toujours pas. Mais par contre, la société civile l'a reconnue et de façon mais explosive. Et Casanaïda, justement, c'est ce moment-là, c'est à partir de 2006 que la Darija va exploser dans les médias parce qu'il y a les nouvelles radios qui sont créées, et en particulier Hit Radio, et commencent à utiliser la Darija de façon normale. C'est-à-dire que ces gens, la société civile, ne s'est pas posé de questions. Ils ont parlé, ils ont diffusé, ils ont fait des émissions dans leur langue. Et ils n'étaient pas conditionnés idéologiquement. C'est-à-dire, ce n'était pas un enjeu, c'était juste parler normalement, parler comme on parle. Et ils ont fait les premiers à faire Akhbar Darija, c'était Hit Radio. Et on le voit dans le film Casanaïda. Ce film est devenu un document d'une époque de 2007 exactement. Et c'est le moment où le mot Naïda est apparu. Oui. C'est la première fois qu'on a utilisé la Naïda, c'était en 2007. D'accord, d'accord. Merci. Donc, vous voulez que je développe là-dessus encore, non? De toute façon, la question va dans ce sens-là, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui vous a attiré? Donc, voilà, ça, vous avez expliqué un peu le contexte, comment vous êtes arrivé à travailler, mais au-delà, donc, c'est pour ça ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que quand même, votre implication est allée au-delà du simple travail universitaire. Vous vous dites vous-même, vous avez trouvé des amis, vous avez des affinités, il y avait une empathie. Voilà, qu'est-ce qui vous a touché, en fait? Voilà. Écoutez, je suis arrivée en 2006, j'ai eu un séjour sabbatique justement sur ce projet de la Darija vue dans la nouvelle création au Maroc. Donc la création, on revient sur la main. Et je suis arrivée en mars ou en avril et le boulevard était en mai à ce moment-là. Le boulevard me dit, écoute, tu ne veux pas organiser un débat sur la nouvelle création au moment du boulevard, quoi? Eh ben, j'ai dit, ben, bien sûr, on va le faire. Et on a invité des gens de la nouvelle scène. Et au dernier moment, on a décidé, c'était historique, de le faire en Darija, à l'Institut français. Donc, on avait les enregistrements de ça. Donc, qui c'est qu'il y avait à l'époque? Il y avait Bari, il y avait, c'était Ashkein, il y avait tous les grands noms de l'époque, hein, qui était le début de la médiatisation grâce aux nouvelles radios dont on a parlé. Parce que les nouvelles radios, elles avaient pour cahier des charges d'avoir un pourcentage en arabe. Oui. Ils ont joué là aussi sur l'ambiguïté du mot arabe et ils ont pu placer toute la nouvelle scène, le rap, la fusion, etc., sur les ondes. Et les festivals sont gratuits au Maroc, donc ils ont commencé à faire des tournées avec des opérateurs téléphoniques, les grands noms à l'époque, Big, oui. Etc., qui faisaient des tournées. Il y avait 150 000 personnes. Enfin, c'était un engouement complètement dingue. C'est l'époque de la Naïda. Après, ça va retomber. Hein. Oui, mais le film, on l'a fait pile à ce moment-là. Et vous m'avez demandé pourquoi j'ai choisi de faire des films. Oui. C'est totalement bête. Justement, je partais au Maroc en sabbatique et je sais pas, j'étais avec Rachida et il me dit « Mais arrête de faire des bouquins, là, fais des films, tu toucheras plus de gens. » Alors, ça va être un peu court, hein, mais j'ai écouté Rachid. Et bon, il y avait aussi une demande tout de suite, après ce débat, après tout ça, les gens m'ont dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose sur la nouvelle scène. Et oui. Si on voulait toucher massivement, oui. Il fallait le média d'un film. Mais, quand vous passez un film sur la chaîne documentaire où va passer mon film dimanche, oui. Vous avez un minimum de 2 millions d'audience. Oui, complètement. Et j'allais dire même que, vu que quand on travaille, en fait, quand on fait un travail de terrain, on a envie de montrer aussi.
ne pas que dire, en parler, il faut montrer parce qu'il y a un côté visuel, il y a un côté aussi spectaculaire, il faut montrer les choses pour que les gens comprennent aussi. Moi, je crois que c'est Totalement, nécessaire. totalement, oui, oui, absolument. Voilà. Et puis, enfin, pour moi, ma démarche, c'est aussi donner la parole. Oui, oui. Moi, je suis normalement totalement absente de mes films, quoi. Je veux dire, Oui. à l'écran, au maximum, parce que c'est pas moi qui est intéressant. C'est donner la parole, donner à voir. Pas montrer, mais donner à voir. D'accord. Okay. D'ailleurs, en parlant de la Naïda, voilà, c'est ça aussi. On se demande aujourd'hui qu'est-ce qu'elle est devenue, la Naïda, en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Et je dirais que la Naïda, moi, je me rappelle aussi, j'ai suivi ça de près. Hein. On a parlé avec Driss Sikis dernièrement, là, qui était à votre place la dernière fois. Et à travers tel quel, on a suivi. Et il y avait même, je me rappelle, il y avait un espoir à l'époque, parce que, si je me rappelle bien, c'est les débuts, je crois, de Mohamed VI qui arrivait au pouvoir. Voilà, c'était cette transition au début, ou peut-être la fin de Hassan II, je ne me rappelle pas très bien. Mais en tout cas, il y avait un espoir qui était dans toute la société. Et cet espoir, en fait, ce mouvement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il s'est essoufflé. D'autant plus qu'il y a eu un retour en arrière sur tous les niveaux, on peut le dire, et que voilà, on voit même les symboles un petit peu, ou les noms les plus connus comme le Big, etc., que voilà, il n'y a plus cet esprit des débuts. En fait, il n'y a plus cet esprit on est rentré dans le business, on est rentré dans quelque chose de plus apprivoisé, je dirais. Le mouvement il a été apprivoisé, mais je suis sûr qu'il y a des choses dont qu'on ne voit pas. On parlait de voir, il y a, parce que moi j'ai des retours des jeunes au Maroc, par exemple, ils me disent qu'il y a des choses qui se passent quand même, mais ils n'ont pas la même visibilité que le Big ou Barry, ou etc. D'où donc, j'enchaîne sur la deuxième question. Donc ça, c'est ma première question, c'est qu'en est-il de la Naïda aujourd'hui? Et j'enchaîne sur la deuxième question qui est en lien avec ceci, c'est-à-dire qu'il y a le nouveau phénomène quand même qui a fait beaucoup de bruit au Maroc, c'est qu'on a eu un nouveau style, mais toujours via le rap, on a des chansons, par exemple, contestataires, qui même sont allées jusqu'à franchir certains tabous, certaines lignes rouges. Notamment, je pense à la chanson Ashab, par exemple, qui a eu des millions de vues sur YouTube, et dont, je crois, donc les chanteurs qui ont chanté sont, je ne sais pas s'ils sont en prison, mais en tout cas, il y a qui ont été condamnés. Oui, il y a ce phénomène-là. Et le deuxième phénomène aussi, qui a fait beaucoup de bruit, ce sont les chants dans les stades, en fait, marocains. C'est un phénomène quand même qui a inquiété beaucoup le gouvernement et les gens en place, parce que d'un coup, on a eu des milliers de jeunes qui scandaient, qui chantaient. En fait, c'est vraiment des chansons bien rédigées de A à Z dans les stades, et on a appris même qu'il y a des stades qui ont été fermés exprès pour empêcher ces voix de s'exprimer. Voilà. Qu'est-ce que vous... Alors, là, on a 15 ans, on a 10-12 ans d'histoire à répondre. Donc, la Naïda, alors, d'abord, il y a la scène alternative. Donc, la scène alternative, elle naît au milieu des années 90, avec le métal, avant la danse hip-hop, la danse. Oui. Ensuite, le métal. Et les premiers rappeurs, mais les rappeurs, au départ, ils s'inspirent du rap français ou du rap américain, et ils ne rappent pas en Darija. Au tout début, hein, on est au début. Le premier à rapper en Darija, c'est Amin Office. Ils ont fait avec une cassette qui s'appelle Double A, c'est des gens de Salé. Après, il y a le boulevard qui s'installe, ça c'est 99. Donc ça, c'est la fin de Hassan II, c'est la transition et la période de liberté, etc. Oui. Mais il y a le coup de frein total qui est 2003 avec le procès des satanistes et les attentats qui vont suivre. Oui. Et ensuite, 2003, finalement, c'est une telle sidération que ces attentats kamikazes en pleine ville de Casablanca, que d'abord, on va mettre le PJD et tous les islamistes au rencard. Pendant un an, ils ont été priés de rester au placard. Et la parole s'est libérée. Donc, la parole s'est libérée. Comment on en est arrivé là, etc. Vous avez un Nabil Ayouch
Pas Nabil, Nourdine, quel lapsus, Nourdine Ayouch qui dit « Moi, je vais créer une chaîne, une chaîne télé en Darija ». Donc voilà, vous avez des choses comme ça, la Darija, on en parle. Après, cette chaîne ne s'est pas créée, enfin, elle s'est créée de façon privée, mais elle s'appelle Moufida, elle existait. Et après, il y a les nouvelles radios, etc., etc. Et il y a la société qui dit il y a la Naïda qui arrive, quoi. C'est-à-dire que Oui. la Naïda, c'est le fait que la scène underground passe en public, on va dire, et ça touche tous les domaines. Il y a pas, donc c'est des créateurs, c'est des artistes, c'est des cinéastes, c'est des films courts, parce qu'à l'époque, on tournait encore en pellicule. Hein, vous savez, c'est à quelques années près, on change de technique et du coup, ça permet une vulgarisation, enfin une vulgarisation étant au sens noble du terme, c'est-à-dire de permettre de diffuser, on va dire, beaucoup plus large. Donc la Naïda, le mot, je vous l'ai dit, ça a été créé en 2007. Hein, et d'ailleurs, le film Casa Naïda, c'est-à-dire Casa se dresse, Casa bouge. Naïda, c'est une expression, normalement c'est un verbe, c'est une forme, pas un verbe, c'est un participe, mais c'est une forme qui dit ça bouge, ça rock, ça boom, on est en forme, quoi, c'est super. Et c'est devenu un substantif, la Naïda. Et c'est devenu ce substantif en 2007. Et c'était pour remplacer ce qu'on disait, la movida marocaine. Oui. Alors peut-être vos étudiants sont jeunes mais ils ne connaissent pas la movida. La movida, c'est un mouvement culturel et politique en Espagne qui va arriver avec la fin du franquisme dans les années 80. Et donc, on a comparé ce qui se passait au Maroc dans les années 2005, 2006, etc., à la movida espagnole. Sauf qu'au Maroc, il n'y a pas eu de changement politique. Oui. Et du coup, les limitations sont vite arrivées. C'est-à-dire, autant la nouvelle scène était contente de passer un peu plus d'audience et passer le boulevard, au lieu d'être dans une petite salle, il était dans des stades de rugby. Oui. Donc, c'est une autre jauge, c'est 100 000 spectateurs, c'est énorme. Mais il n'y a pas eu de changement politique, donc ça s'est vite limité, ça s'est vite essoufflé. Quand je vous ai dit qu'on faisait des recherches à chaud, ça ne se fait pas normalement, mais en même temps, ne pas en parler, ça aurait été trop… Moi, je ne regrette pas, même si j'ai dit je me suis trompée et qu'on avait l'espoir d'en parler. On l'avait cet espoir que quelque chose allait changer. Oui. Et on a été beaucoup trop optimiste. Et en fait, c'était un mouvement en développement. Il est resté en développement 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et il ne s'est jamais… c'est bon? Oui. Il n'a jamais éclos, on va dire. Hein. Donc voilà. Oui. Alors après, il y a aussi autre chose qui est le 20 février, qui est le 2011, qui vient en plein milieu de tout ça. Donc 2011, ça va changer beaucoup de choses, c'est-à-dire… et vous parliez de la nouvelle chanson contestataire de l'année dernière à Chachab, mais avant, il y a eu le Haqd. Oui. Et ça, c'est 2011. Il a quand même passé en 3 ans, il a fait 3 séjours, en tout 18 mois de prison. Hein. Oui. Et du coup, il s'est exilé en Belgique. Oui. Donc, il y a eu lui, et puis maintenant, il y a eu Chachab, effectivement, qui a été créé il y a juste 1 an. Et en fait, là, j'ai vu il y a 1 semaine que le chanteur est sorti de prison. Okay. Un des Gnawi s'appelait. Oui. Un des 3. Et après, il y a le phénomène des ultras. Alors, les ultras, c'est septembre 2018. Tout d'un coup, les ultras, ils ont toujours fabriqué des chansons, des hymnes qu'ils mettent en ligne, que les fans, que les autres ultras apprennent. Oui. Ils pratiquent. Enfin, si je vous dis ça, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur les ultras là, depuis 1 an et demi ou 2 ans avec 2 collègues, Catherine Miller et Zakia. Ça fait un moment que je parle, donc, et Karima Ziamari, qui est de Meknes.
Et donc, on devait faire une communication à plusieurs colloques, mais qui ont tous été annulés cette année. Ah, Et donc, on a énormément travaillé sur les chants des ultras. Et celui qui a fait le pavé dans la mare s'appelle Fi Bladi Dlmoni. oui. Et c'est un chant de l'équipe de Casa qui s'appelle le Raja. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est que donc il apparaît dans un stade en septembre 2018 et en Algérie, il y a le mouvement je crois que c'est le 21 février, enfin je sais pas, 2019, c'est-à-dire le début des manifestations qui commence et dans la rue algérienne résonne Fi Bladi Dlmoni. Et il est arrivé par les réseaux d'ultras, c'est-à-dire qu'il a voyagé, c'est-à-dire que les ultras du Raja sont en lien avec les ultras de l'USMA d'Alger, qui l'ont repris dans les stades. Et la première manifestation algérienne, je sais pas comment, du Hirak, ils ont repris le terme marocain du Hirak, ils l'ont appliqué à leur mouvement, le Hirak algérien, donc. Ceux qui ont organisé cette manifestation, qui ont réussi à ce qu'elle se passe bien et pacifiquement, ce sont les ultras, des équipes de foot qui sont descendues des montagnes d'Alger dans les rues et qui ont l'habitude de traiter avec les forces de police, on va dire, qui savent comment, puisque dans les stades, etc. Et donc, et ils ont ramené cette chanson. Après, il y a eu très vite la chanson typiquement algéroise et algérienne qui est la Casa del Moradia, qui est calquée sur le succès de la série Netflix La Casa de Papel, qui a eu un succès fou au Maghreb et qui a inspiré ce titre des ultras qui est maintenant l'hymne du Hirak algérien depuis 2019, donc la Casa del Moradia, enfin, donc qui dénonce les mots, en fait, voilà. Oui. L'histoire est longue, hein, vous voyez. Oui. D'ailleurs, le chant, il a été reproduit et repris même dans d'autres pays arabes. On a vu, il a fait le tour du monde arabe, surtout parce que peut-être, voilà ce que vous disiez, peut-être c'est ça, c'est le contenu qui était nouveau. La nouveauté, elle est là, en fait. Autant les premiers chants des ultras, c'était pour narguer un petit peu, pour exprimer son amour pour son équipe, etc. Mais celui-là, il y avait un message politique quand même qui était assez fort quand même. Oui, absolument. Oui. Alors, on va passer un petit extrait, si vous voulez bien, de votre prochain, dernier documentaire, donc qui va passer, donc on a dit dimanche sur 2M. Et après, si vous voulez nous en parler un petit peu donc de ce dernier opus. هاي الكارتي ديالي سانسي باسي اسبات يا سيتي اللي باقي فيها اخر باكوزي في المغرب كاع الدراري عشران اللي كانوا بناكزه في 2009 2008 2010 شي تشد في الحبس اللي ما تشدش في الحبس راه دابا راه تزوج واللي ما تزوجش حسن الموهوك ولا لحيه اللي ما ولا لحيه ولا شفار وكلها كيفاش قلبات به الايه موهوك كبرات وشرفات هي وفاه عاد كل ما طوالك المواقف بزاف كل ما امبوسيبل توقفها في هاد البلاد لا فيها والو وصل وتوقف المواقف خصك طبيب نفسي مختص في المواقف لقيت واحد لو ستيل اللي من بعد ما بقاش ستيل ولا مود دو في ديالي انايا واخا الستيل هذا تري ديفيسيل باش تعيش به في المغرب كيفاهمك ما كتحاول تذكر باقي ما كدويش معاهم تقول علاش وليدي يا دراوش ام الكوميساريه واقيلا عمرها مشات لها وليت مصيفطه مسكينه شابعاني حتى للحبس
بغيت نفهم انا شنو هي كتعني دير عقلك في المغرب انك تولي بحال شي روبو باش نولي ندير C'est بحال un film بنادم. que je tourne depuis 2010. Donc, évidemment que j'imaginais à l'époque, hein, en fait, toujours je voulais faire une suite de Casanaïda. Donc, je continuais à tourner, à documenter des choses qui se passaient au boulevard, etc. Et j'ai rencontré le personnage du film qui s'appelle Stoff. C'est le diminutif de Mustafa, donc Stoff. Oui. Je l'ai rencontré là où on le voit avec la crête rouge pour la première fois en 2010 au boulevard. Alors, on est en 2010, il n'y a pas de smartphone au Maroc, pas du tout. Il n'avait pas de téléphone, c'était encore les cybercafés, c'était encore. Enfin, ça fait 10 ans, hein, mais les choses ont tellement changé. Et puis après, je l'ai retrouvé plusieurs fois. C'était un des personnages du film que je voulais faire. Et puis après, il est devenu petit à petit le personnage principal, mais je l'ai suivi sur 10 ans de sa vie au moment. Il a 17 ans et je l'ai suivi jusqu'à ses 26 ans. En fait, on a fait un tournage qui devait être le tournage final en 2015. Et donc, après, il fallait le monter, il fallait trouver un producteur, etc. Et pendant que j'étais en train de faire cette recherche, Stoff s'est fait arrêter. Et donc, il a été condamné à 15 mois de prison initialement. Et donc, voilà, donc on a décidé de l'attendre et on a tourné les derniers tournages. C'était à sa sortie de prison en mars 2018. Et le film a été monté après la fin 2018 et il date de mars 2019, le film. Voilà. Donc, mais si vous voulez, c'est cette immersion dans la vie quotidienne du jeunesse populaire, on en parlait tout à l'heure, à qui on donne rarement la parole, dans laquelle le fait d'être différent ou d'avoir des goûts différents est beaucoup plus difficile à vivre que dans des quartiers riches. Si un gosse d'une famille bourgeoise un jour se dresse une crête, bon, on va dire il est original, mais dans les quartiers populaires, c'est beaucoup plus difficile. Et ils font partie on a eu des chiffres, je ne sais pas si vous vous souvenez, Omar, en novembre 2018, je crois, sur un phénomène qu'on appelait les NEET. Oui. C'est un sigle anglais. No education, no employment, no training. C'est-à-dire pas d'éducation, pas de diplôme et pas de boulot et pas de formation. Et on a réalisé à cette époque-là qu'il y en avait 2 700 000 entre 15 et 29 ans. Et Stoff est l'un d'entre eux. Oui. Il est l'un d'entre eux, mais il a choisi de résister, de ne pas céder sur ses goûts et avec dignité, avec élégance. Alors, on aime le punk ou on ne l'aime pas, encore que maintenant, tout le monde est habillé punk dans la rue en Europe depuis 3-4 ans. Mais lui est toujours une élégance, toujours une sophistication dans ses vêtements. Lui-même fabrique des vêtements, bien sûr, et on espère qu'avec le film, on arrivera à en vendre et qu'il pourra peut-être en vivre, etc. Mais c'est montrer le destin Il y a son mentor, Orlan, que vous verrez dans le film, qu'il a initié au punk. Il a été initié au punk à l'âge de 14 ans, donc très vite, il est sorti de l'école et puis… D'accord. Ouais. Et puis voilà, donc c'est un personnage très attachant et en même temps, il était tellement… Après, avant la prison, l'idée c'était est-ce qu'il va dresser sa crête ou pas? C'est-à-dire… est-ce qu'il va réussir à dresser la crête? Oui. Et l'autre chose, c'était l'image de la crête, c'est la naïda ou la manaïdage? Oui. Oui. Parce que naïda, ça veut dire se dresser aussi. Donc, oui. C'est-à-dire, c'est un peu le Maroc. Hein, comment ça va se passer? Quoi la suite de la naïda? Oui. Et après, avec la prison, ça a pris tout un autre tour. Et c'est cette immersion dans ce milieu. Et c'est le temps long, 8 ans, enfin maintenant ça fait 10 ans, mais le film a été fait sur 8 ans de partage de vie. Enfin,
Au début, je le connaissais. Vous verrez quand vous verrez le film, il va être en ligne, vous pourrez le voir, mais au début, c'est beaucoup plus superficiel qu'à la fin. Oui, Voilà. d'accord. Merci beaucoup. Merci. Donc, peut-être on va alors, si on va donner la parole aux étudiants, ceux qui sont présents, s'ils ont s'ils ont des questions à poser. Donc, vous avez la parole, hein, si vous voulez intervenir, soit par micro ou sinon dans le chat aussi, vous pouvez laisser des messages. Voilà. Donc, en attendant, en attendant que quelqu'un se manifeste, je voudrais poser juste une question simple. Quels sont vos projets du moment? En fait, on a parlé énormément de cultural studies et tout ça, mais je continue beaucoup à travailler sur la dialectologie fine du Maroc. Oui. Donc, j'avais travaillé sur les parlers jbala, où j'ai trouvé des parlers jbala intéressants, avec une situation inversée par rapport à tous les clichés qu'on a, c'est-à-dire une communauté, un village qui est arabophone, mais qui est encerclé de berbérophones dans le Rif, et donc qui sont en situation minoritaire. Donc, bon, et donc ça, et en ce moment et donc sur le pays Jbala, j'avais travaillé avec des collègues agrobotanistes qui m'ont invité à travailler. Alors attention, on va voyager vers l'île de Pantelleria. Je ne sais pas si vous savez où se trouve Pantelleria. Pantelleria, elle dépend de la Sicile, mais elle se trouve entre la Sicile et le Cap Bon en Tunisie. D'accord. Et elle est à 70 km de la Tunisie et à 100 km de la Sicile. Et donc, c'est une zone qui a été arabisée, où il y a énormément de traces d'arabe, toute la toponymie, même des noms d'instruments, etc. Donc, je travaille là-dessus aussi. Ah, ben super. Bon. Et après, il y a la promo du film qui va dans les festivals. Mais on a un gros problème pour les festivals maintenant. Ils se passent en ligne pour la plupart à cause du Covid, quoi. Oui. Bon, peut-être une toute dernière question, parce que je sais qu'on a pris pas mal de votre temps et c'est pas évident, ça fait plus d'1h30 quand même. Voilà. Donc, une toute dernière question, c'est y a-t-il une relève? Voilà, c'est ça la question. Y a-t-il une relève pour l'enseignement de la culture et des langues maghrébines aujourd'hui? Et comment vous voyez l'avenir de cette discipline? Oui, il y a une relève. Enfin, bon, j'ai eu la chance que des anciens étudiants à moi, qui avaient même commencé le maghrébin depuis la première année avec moi dans les années 90, fassent tout le cursus et leur thèse, leur habilitation et tout ça. Et maintenant, donc, il y a les postes, heureusement, en France jusqu'à maintenant, les postes sont maintenus. Donc, il y a Christophe Pereira qui est professeur d'arabe maghrébin maintenant. Avec Alexandrine Barontini, qui est une ancienne étudiante à moi, et puis encore d'autres. Entre-temps, Morad Yelles m'avait remplacé. Donc, comme poste, il a pris sa retraite l'année dernière, enfin l'année d'avant. Et c'est Christophe Pereira qui a pris sa relève. Donc, oui. Et puis, il y a toute une génération. Bon, il y a toute une génération de jeunes étudiants français, espagnols, italiens, maintenant américains. Il se passait quelque chose avec le printemps arabe, c'est qu'il y a énormément de terrains dans les pays arabes qui sont devenus inaccessibles. Et donc, tout d'un coup, on a vu fleurir, et c'est tant mieux, une quantité de chercheurs jeunes venant de tous les horizons et qui travaillent sur la scène underground et tout ça depuis les années, depuis 2012, 2013, 2015, voilà. Beaucoup plus récemment que la Naïda, c'est la post-Naïda, quoi. Il y a eu des thèses sur le rap, il y a eu des… Bon, donc, il y a toute une génération, et mes anciens étudiants ont des étudiants, et ça marche très bien à l'INALCO, mais c'est toujours le cadre universitaire. Hein. Oui. J'aurais une petite question, si vous permettez. Allez-y, bien sûr. Bonjour. Je vous remercie d'abord pour ces belles rencontres. C'est comme à chaque fois très riche, très intéressant. J'aurais une petite question pour Madame Kobé. Je voulais savoir si toutefois elle a eu l'expérience de traduire de l'arabe maghrébin vers le français. Si oui, si elle a rencontré des situations d'intraduisibilité, c'est-à-dire l'absence d'équivalent, et comment elle a fait, et est-ce qu'elle peut nous donner quelques exemples? Voilà. Et je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette question. Bon, je vous ai dit, je ne fais pas les choses comme il faut, c'est-à-dire que les expériences de traduction que j'ai eues, elles sont qui sont. Donc, je ne suis pas traducteur, soyons clairs. Hein. D'accord. J'ai traduit dans le sens où on ne traduit pas. Normalement, tout traducteur doit traduire vers sa langue maternelle. Quand on est interprète, etc. Bon. Et moi, les traductions que j'ai faites, ça a été vers l'arabe maghrébin pour des artistes vivant en France, comme Rachid Taha, comme Safo, comme les Ebda aussi, etc. Majid Cherfi et les… Bon, voilà. Mais donc… Après, j'ai traduit, bien sûr, mais ce n'est pas mon métier. Donc, je bricole toujours et je n'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple à vous donner. Je pense qu'en mars, votre professeur serait beaucoup plus à même de le faire que moi. Ça va être… alors, il y a deux types de difficultés. Il peut y avoir des difficultés au niveau de la langue littéraire et au niveau, par exemple, d'expressions figées comme des proverbes, comme des expressions qui, en fait, on traduit les mots, on va traduire les mots, mais ça ne veut rien dire si on ne connaît pas le non-dit qui est derrière, c'est-à-dire toute la culture qu'on a acquise et qui va faire que tel mot ne veut pas juste, et là j'ai justement pas d'exemple, si j'avais su j'en aurais préparé, mais ça ne veut rien dire si vous faites que traduire le mot, parce qu'en fait c'est tout. Alors dans la traduction, moi ce qui me passionne, et par exemple moi, j'ai pas du tout grandi dans l'arabe maghrébin, je l'ai acquis, j'avais 20 ans et plus. Je n'ai pas eu le contexte qui fait que tel proverbe tombe donc généralement je ne comprends pas, je comprends les mots, mais pas le sens. D'accord. Oui, comme la fameuse question, c'est très intéressant. Comme la fameuse expression marocaine, Chihmar mat. Un âne est mort. Je ne sais pas le contexte, je ne comprends pas que. Voilà. D'ailleurs, Htel d'abord ma femme sage. Ça veut dire quoi justement, Amar? En fait, quand on dit Chihmar mat, ça veut dire quelqu'un qui ne fait jamais rien et pour une fois, il va faire quelque chose. Alors on dit un âne est mort, comme si les ânes ne meurent pas. Quoi. À propos de Hmar, on a vu, je ne sais pas, vous verrez peut-être, allez voir Kazanaïda, vous verrez, à l'époque, fleurissaient des t-shirts qui étaient des copies de Nike, je crois, non, de Puma. Et ça disait Hmar, c'était un âne qui sautait au lieu d'être un puma, et écrit en tout petit Oubirher. C'était le slogan de toute une génération. C'est-à-dire, ça aussi, c'est un mouvement dont on n'a pas parlé, je profite de là pour vous en parler, de renverser le stigmate et d'en faire une force, l'autodérision. Tu me traites de Hmar? Ok, Hmar, Oubirher. C'est-à-dire, j'assume, et je vais même te dire une chose, j'en fais une marque de vêtements et je m'affiche avec le t-shirt. Il est dans l'extrait que vous avez passé, mais la qualité du streaming n'était pas bonne. Envoyez-leur les liens pour voir Kazanaïda. J'ai envoyé le lien. Mais voilà, donc, retournement du stigmate. Vous avez eu des trucs en France qui s'appelaient Bougnoul Connexion. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire que, ouais, tu me traites de bougnoul, ben, d'accord, ben, moi j'en fais une marque, tu vois. Je veux dire, c'est une forme d'autodérision, c'est une force, hein, mais c'est difficile. Hein. Oui. Ça montre une maturité. Oui. Et puisqu'on a parlé de traduction, peut-être serait bien de finir avec une petite chanson là, traduite par Dominique Cobé. Je ne sais pas si on peut passer. Je vais donner l'explication. Hein. Donc, c'est Safo qui m'a demandé de lui traduire avec le temps de Ferré en Derija. Safo est née à Marrakech. Elle connaît la Derija, mais elle l'a presque oublié, quoi. Et au moment du travail de traduction, moi, je suis arrivée avec un texte et elle me disait, et pour elle, j'étais un professeur. Donc, j'avais la parole sacrée. Elle me disait,
on ne pourrait pas dire ça là, à la place, mais très timidement, quoi. Et je dis, bah, bien sûr. Hein. Donc, c'est un travail qui a été fait de coopération, c'est-à-dire, moi, j'ai ramené une traduction et il a fallu qu'elle se l'approprie. Il fallait aussi que ça rime, Oui. ou que ça aille dans le rythme, et elle l'a travaillé avec moi pour donner ce que ça donne. Et c'est assez impressionnant, cette chanson de Ferré, Au maghrébin. Dalija. Ok, donc on va essayer. Donc, voilà. يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا عين يا ليل مع الزمن مع الوقت كل شي كيمشي كتنسى الوجه وكتنسى الحل القلب ما بقاش ضرب ما بقى لك ما تزيد قلب مكان ما يدار هذا مكان مع الزمان مع الوقت كل شي كيمشي داك اللي كنتي تموت عليه دور عليه تحت شتا داك اللي كنتي تعرفو غير بشوفة وحدة بين الكلام بين الخطوط وتحت الزواق ديال الحلوف معكر اللي كيبقى يدور في الليل يا ليل يا ليل مع الوقت كل شي كيخبر Voilà. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais quand même qu'on ne vienne pas nous dire que le maghrébin ou l'arabe marocain n'est pas une langue de culture, d'art. La preuve. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Donc, je vois qu'on arrive au terme de notre rencontre, sauf s'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Et donc, je renouvelle mes remerciements à Dominique Cobé. Merci beaucoup. On a passé un agréable moment. On a appris beaucoup de choses. Donc, je vais mettre en ligne, j'ai oublié de le dire quand même, parce que je trouve que c'est très important, c'est que vous avez partagé sur Academia pas mal de vos articles qui sont disponibles en ligne, qui traitent de toutes ces questions dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a soulevées. Et donc, je mettrai les liens et j'invite donc tout le monde à y aller pour avoir donc un peu plus, voir de près toutes ces problématiques. Donc, voilà. Donc, merci encore. Et j'espère que qu'on vous verra à Bordeaux, que vous veniez à Bordeaux. Ah oui, ça. Rencontrer. Bah, écoutez, merci de l'invitation, merci. Puis de toute façon, si le film vous intéresse, vous pourrez le voir en ligne sur le site de 2M. Il passe dimanche soir, mais il est en replay pendant au moins une semaine, peut-être plus. Et pour faire un dernier mot de la fin, Dima Punk, ça sonne un peu comme les hymnes du Raja, des Ultras. Hein. Oui. Dima Raja, et là c'est Dima Punk. Super. Bon vent donc à ce documentaire et voilà. Et donc on le regardera avec grand plaisir. Merci encore. Merci à tout le monde et je vous dis à la prochaine rencontre. Merci.